Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée organisée par la CCI de Montpellier. Vous le savez, la Chambre de commerce et de l'industrie est fortement impliquée dans le développement économique de son territoire. Ce soir, elle a souhaité vous réunir tous pour échanger sur les nouveaux modes entrepreneuriaux, les leviers de création de richesses, mais aussi vous permettre d'en saisir toutes les opportunités de façon très concrète. Alors si nous y parvenons, la soirée aura tenu sa promesse et la CCI aura pleinement joué son rôle. Pour commencer cette soirée, je vous propose d'accueillir celui qui incarne depuis 5 ans maintenant cette formidable dynamique. C'est le président de la CCI, André Deljari. Merci de l'accueillir. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence à nos côtés pour notre grande soirée de prospective économique, ou dirais-je plutôt de réalisme économique. En effet, c'est avec le plus grand pragmatisme et la plus grande volonté de soutenir le dynamisme de notre économie que nous avons souhaité, avec les membres élus de la Chambre de commerce, orienter nos regards vers les nouveaux modèles économiques, l'économie en réseau et le bâtiment du futur. Pour cela, nous avons concocté un programme très rythmé de découverte de bâtiments remarquables et bien sûr de nouveaux usages. Nous allons rencontrer des chefs d'entreprise talentueux qui, vous le verrez, n'ont pas hésité à casser les codes. Pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi avons-nous choisi d'organiser cette rencontre? Je dirais simplement parce que nous sommes en 2016, parce qu'en 2016, on ne doit plus douter de la nécessité de se renouveler. Mais je dirais surtout que nous devons saisir ici, maintenant, toutes les nouvelles opportunités d'entreprendre. Les entrepreneurs que vous découvrirez ce soir ont souhaité se réinventer eux-mêmes. Ils proposent à d'autres, entre autres, un produit, un service qui permet de travailler différemment en plaçant, et ça c'est le plus vital, le client au cœur d'une nouvelle expérience. C'est l'expérience économie. Cette tendance va traverser tous les domaines. Conception de produits adossés à des services, automobiles, architecture, immobilier, tourisme. Même le mode de l'art est concerné aujourd'hui. Les visiteurs ne sont plus contemplatifs. Les œuvres ne prennent sens qu'une fois traversées par le public qui vit une réelle expérience. Ne doutons pas, toutes ces tendances vont embrasser l'ensemble de nos activités, commerce, bâtiments, services, tourisme et industrie. Vous le verrez grâce à Robin Rivaton qui confirmera cette évolution dans l'ensemble des secteurs. Grâce aussi à Philippe Naoum, que je remercie de nous avoir rejoints dans cette belle aventure, nous verrons des exemples d'opportunités présentes sur notre territoire. Je remercie également les membres élus de la Chambre de commerce qui se sont investis dans la conception de cette soirée, Stéphanie Andrieux, Emmanuel Sophie Montfort, le vice-président Patrick Secotti, Jean-Pierre Parisi et Samuel Hervé. Avant de laisser se dérouler le fil de ces découvertes, je souhaitais en quelques mots rappeler l'action de la CCI, de ses chefs d'entreprise lors de la mandature 2011-2016, qui œuvrent tous de façon bénévole, du plus haut de l'échelle, en bas de l'échelle, bénévolement, pour la Chambre de commerce de Montpellier, pour leur territoire. Je saluerai tout d'abord l'union patronale qui nous a permis dès le départ de lancer les fondements de nos actions. Et je salue les deux présidents qui sont présents ce soir, des syndicats, avec Gabriel Deloncle et Éric Chaveroche pour le MEDEF et Gabriel Deloncle pour la CGPME de l'Hérault, qui sont présents avec nous ce soir et qui représentent cette union patronale que nous a permis de lancer les fondements de notre action, à savoir retisser le lien avec les territoires en signant des partenariats avec toutes les intercommunalités. Nous avons aussi créé l'Assemblée territoriale de plus de 300 chefs d'entreprise dénommés ambassadeurs de la Chambre de commerce sur l'ensemble des bassins de l'emploi. Nous avons renouvelé les antennes Chambre de commerce de l'Odève et créé des antennes transdépartementales, que ce soit de Ganges-le-Vigan ou Lunel-Vauvert. Nous avons inauguré des permanences de chambres de commerce sur l'ensemble du territoire, Castries, Clermont-Lérault,
Juvignac, Ganges, Gignac, la Grande-Motte, Moguiot, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Gély-du-Fesque. Car on ne peut pas exister à Montpellier sans la totalité du territoire et sans être présent partout pour la totalité des chefs d'entreprise. Vous le savez, la Chambre de commerce Montpellier est un établissement public de l'État qui rend un service public comme la tenue du registre de commerce et d'accompagnement des entreprises dans leurs formalités de création et à l'international. Mais l'ambition portée par les chefs d'entreprise élus pour la Chambre de commerce de Montpellier a largement dépassé ce simple service. Nous avons imaginé des prestations de services aux entreprises innovantes, tenant compte des profondes évolutions entrepreneuriales. Grâce à un travail constant, nous avons lancé CCI Innovation Montpellier, un accompagnement sur mesure pour la création d'entreprises, aussi le forum du financement et l'accompagnement de nombreuses démarches de développement durable et de RSE. Je rappelle d'ailleurs que la Chambre de commerce de Montpellier a été la première en France à avoir décroché le label diversité, et c'est Claire Hart d'ailleurs qui me représentait lors de la cérémonie avec le ministre. Nous avons su aussi être à l'écoute des entrepreneurs et faire jouer les solidarités lorsque par exemple certains d'entre vous ont été touchés par les inondations et nous avions reçu à l'époque notre ministre tutelle Carole Delga. Dans le prolongement des actions sur la pérennité du tissu économique, nous avons mis en place le Centre de prévention des difficultés d'entreprise avec Thierry Ducrot. Et au-delà de cette énumération, il faut comprendre que nous avons voulu accompagner les entreprises dans des moments difficiles, comme aussi leur phase de développement tout simplement. Nous revendiquons donc avoir contribué à la dynamique de l'entrepreneuriat sur la totalité du territoire, comme lors du Forum de la création d'entreprises qui accueille tous les ans plus de 2000 participants. Ce en poursuivant un but unique, le développement économique, la création de richesses et d'emplois. Cet objectif, comme vous le verrez, est ambitieux, mais je l'ai constaté jour après jour lors de l'exercice de ce mandat. C'est long, mais c'est fastidieux et c'est tellement exaltant et agréable. Je ne peux être atteint qu'en rassemblant les forces vives, entreprises et collectivités. Nous devons, et c'est impératif, jouer collectif. C'est donc dans cette optique que nous avons travaillé pour lancer des projets ambitieux, structurants de notre territoire. Avec en premier lieu, ce qui nous tient particulièrement à cœur à tous les élus, ainsi que les élus de la région et de la métropole, la formation avec la Business School pour le développement d'un grand campus dénommé Futur Campus Montpellier Business School. Ce pôle d'excellence permettra ainsi de doter la MBS d'un campus à la hauteur de son rang. Je le rappelle, notre école détient toutes les accréditations internationales prestigieuses et affiche un palmarès en constante progression et je félicite son directeur, M. Jourdan. Le campus MBS regroupera les services de la CCI de l'Hérault aussi et bien sûr toute formation qui sera à l'intérieur de ce grand campus. Avec Christophe Pérez, directeur de la CERM, et Gérard Lannelongue, nous sommes au stade de la programmation et du montage financier avec la région et la métropole. Et ce campus sera définitivement positionné à la Mogère, tel que les autres projets qui ont été présentés par Philippe Sorel, président de la métropole, hier, avec toute l'animation autour de la gare, avec ce grand projet économique. Un autre projet nous a permis de travailler main dans la main avec la métropole, Ambition Commerce 2020. Ce plan global pour la redynamisation du commerce aborde 5 enjeux que sont son accessibilité en ville, le parcours et circuits marchands, l'animation des commerces et la performance. Il est évident que nous le verrons ce soir, que nos commerces doivent impérativement se renouveler, mais ils doivent aussi pouvoir bénéficier de toutes les infrastructures que la ville peut offrir. Je le dis, je le répète, chaque maire doit prendre en compte la vitalité du commerce dans son centre-ville et ses quartiers. Il n'y a pas de périphérie forte sans centre-ville fort. Tout est affaire juste d'équilibre. Enfin, 2 projets audacieux doivent voir le jour.
la création d'une route des vins, de la culture et des métiers d'art, ainsi qu'une cité du design et de l'automobile. Car nous pensons que notre métropole doit être attractive et doit afficher tous ses atouts. Nous pensons par exemple que le design peut être un marqueur fort, vecteur de performance et de modernité. Je conclurai mes propos, pour ne pas vous faire attendre et passer une très bonne soirée, en insistant sur le fait que notre territoire, vous le verrez ce soir, est créatif, qu'il y a du talent et qu'il doit rayonner sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui va bientôt avoir un nom, puisque déjà le résultat est sorti sur les 5 noms qui avaient été retenus. C'est pour cela que les élus de la Chambre de commerce que nous sommes, nous réjouissons de la décision pragmatique prise il y a quelques mois par notre ministre tutelle pour créer une seule chambre de commerce dans le département de l'Hérault. Grâce à ce nouveau territoire, la chambre de commerce de l'Hérault sera de taille à une autre CCI de Poix dans la région, la CCI de Toulouse, Haute-Garonne. Voyez, les chefs d'entreprise souhaitant s'engager dans cette aventure pourront créer des projets avec les atouts multiples de Béziers, Montpellier, A7. De quoi innover, se réinventer et travailler en mode collaboratif et agile. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée créative. Et pour commencer, je vous propose d'accueillir un économiste, c'est Robin Rivaton. Bonsoir à tous tout d'abord, bonsoir à mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les entrepreneurs. Le premier point, ma première question, c'est de se poser, c'est de savoir si on est vraiment dans une révolution technologique. Dans l'histoire du monde, à chaque période, chaque auteur, chaque écrivain a voulu croire qu'il était à une période singulière. Parce que c'est agréable de penser qu'on est singulier, c'est agréable de penser qu'on est spécifique, qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. Ça nous rassure et ça nous fait plaisir. Cette révolution technologique, au-delà du chiffre, au-delà de savoir quel numéro on lui donne, elle a une réelle existence. Elle est la rencontre de deux choses. Elle est la rencontre d'abord de la robotique. Les technologies robotiques, ce sont des capteurs, des senseurs, qui sont devenus de plus en plus performants. Ce sont des robots qui aussi ont réussi à se relever, qui ont réussi à marcher, qui se sont mis debout. Vous avez sans doute dû voir cette vidéo du robot de Boston Dynamics, qui est un robot qui s'est mis à courir, capable d'éviter des obstacles, d'ouvrir des portes. Donc cette partie-là, c'est la partie du hardware, c'est la partie de la physique, avec quelque chose qui est en train d'évoluer, de devenir de plus en plus sensible. Et de l'autre côté, c'est le cerveau, c'est l'intelligence. C'est le numérique. Le numérique, c'est quoi au final? C'est un langage fait de 1 et de 0, rien de plus, rien de moins. C'est pour ça qu'on l'appelle numérique ou digital en anglais. Digit, c'est un chiffre. Ce langage permet à la machine de communiquer entre elles, à toutes ces machines, et en plus de devenir de plus en plus intelligente. Et donc c'est la jonction des deux, de la robotique et du numérique, ce que j'appelle la robot numérique, qui permet d'avoir des machines qui ont des senseurs de plus en plus performants, qui ont des capacités cognitives presque, qui s'en approchent en tout cas, de plus en plus élevées, les deux réunis leur donnant aujourd'hui accès ou une capacité à transformer considérablement notre monde. Si une idée ne fleurit pas à Paris, à Montpellier ou à Strasbourg, elle ira prospérer à Boston, à San Diego ou à Londres. Elle ne meurt pas, l'idée reste toujours vivante. Et ça, c'est un changement considérable de ce qui se passe. Le troisième point, c'est qu'on voit la concentration massive des capitaux et des talents dans des zones métropolitaines, de plus en plus concentrées, de plus en plus réduites. Or, qu'est-ce que l'innovation, au final? C'est la rencontre hasardeuse, spontanée, ce qu'on appelle la sérendipité, entre des hommes, des femmes et du capital. Et c'est de ce mélange-là, plus les gens se rencontrent, plus on va vite dans la dynamique des échanges, plus on arrive à faire émerger des idées et de l'innovation. Et aujourd'hui, on est en train de concentrer massivement et les cerveau et le capital dans des lieux très, très restreints. Et donc là aussi, c'est une dynamique très forte en faveur de l'innovation. J'en arrive à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est cette innovation. Est-ce qu'elle a produit tous ses effets sur la sphère économique? Parce que l'innovation en tant que telle, la technologie, quelque part, ça nous intéresse assez peu. C'est beau, c'est intéressant, c'est de la science. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, dans nos vies d'entrepreneurs, est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie de la société, est-ce que ces innovations ont produit tous leurs effets ou est-ce qu'on est encore au début de quelque chose? Ma conviction, c'est qu'on est tout au début. Je m'explique. On vous parle beaucoup de disruption, d'ubérisation. Au final, dans la disruption, il y a deux mouvements.
La disruption horizontale, elle est connue depuis très longtemps. C'est quand un nouveau concurrent arrive sur un marché et pique des parts de marché parce qu'il est plus efficace, il vend des produits moins chers, il fait mieux que les autres. C'est connu depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on vit depuis quelques années? C'est la disruption verticale. Dans des chaînes de valeur établies, des distributeurs sont venus prendre la place d'anciens distributeurs. La G7, compagnie de taxi, s'est fait remplacer par un autre distributeur, Uber. Et les hôteliers sont fait prendre une partie de la vente directe qu'ils avaient vis-à-vis de leurs clients par un distributeur qui est venu entre eux et leurs clients qui s'appelle Booking. Et on peut continuer les exemples dans la vente de billets de train. Vous avez peut-être entendu parler de la start-up Capitaine Train qui est venue se placer entre la SNCF et ses clients. Donc ce sont des gens qui ont changé la chaîne de valeur verticale et non plus horizontale. C'est plus seulement un distributeur, c'est un producteur qui change radicalement la façon de faire et donc qui reconfigure la valeur ajoutée, la distribution de la valeur ajoutée au sein d'une industrie, non pas sur un segment, mais sur l'intégralité de la chaîne, et c'est considérable. Donc, vous voyez la SNCF, toute puissante SNCF. Et qu'est-ce que fait la SNCF aujourd'hui? Elle investit dans Hyperloop. Hyperloop, c'est une start-up de moins de 200 personnes qui construit des tubes sous vide, des capsules dans lesquelles on fait passer des capsules pour les déplacer d'un endroit à un autre. Donc même des secteurs qui étaient des secteurs de très grosse industrie très lourde, celle de l'infrastructure de transport, en sont quelque part réduits à faire confiance à des start-up. Et ce qui se passe à l'échelle du monde, pour l'instant, on a l'impression que les gains de productivité, vous avez peut-être entendu parler de ça, se stagnent. On parle de stagnation séculaire. On dit qu'au final, on ne voit pas les effets de cette révolution. On ne voit pas les effets de cette révolution quand on regarde ça à l'œil nu. Mais quand on regarde ça au microscope, qu'est-ce qu'on voit en tant qu'économiste? On voit deux groupes. Le groupe de ceux qui sont les plus innovants, qui sont à la frontière technologique, et la moyenne. Et le groupe de ceux qui sont à la frontière technologique, aujourd'hui, par exemple dans l'industrie, ont des gains de productivité 3 fois supérieurs à la moyenne. Dans les services, les entreprises qui sont à la frontière technologique ont des gains de productivité 15 fois supérieurs à la moyenne. La troisième question, et c'est celle qui me paraît la plus importante, puisqu'une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître extrêmement angoissant, ça peut paraître très anxiogène de se dire « mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Comment réagir face à ces grands groupes dont vous nous avez parlé, face à ces géants qui ont parfois des moyens considérables et qui peuvent capturer toute la marge? Comment réagir? Est-ce que ça ne va pas aller trop vite ? Est-ce qu'au final, l'angoisse n'est pas là et nous tient par la gorge en nous disant « mais si tout ça se fait très rapidement, comment faire pour adapter nos sociétés, nos entreprises qui prennent du temps ?» Et c'est le message positif que j'aimerais faire passer, c'est que dans toute révolution technologique, dans toute transformation telle qu'elle s'est faite dans l'histoire, telle qu'elle s'est faite dans le passé, la société émet des anticorps, la société digère lentement le changement. On ne change pas complètement, et je prends un exemple. Aujourd'hui, ou bientôt, dans quelques mois, sont en train d'émerger des solutions extrêmement fiables pour faire circuler des camions automatiques sur les routes. Le transport de biens dans tous les pays développés, États-Unis ou France, ce sont des millions d'emplois. C'est un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans l'industrie, dans l'économie en général, dans tous les pays développés. Si demain, tout d'un coup, on dit qu'on a des solutions de transport de biens par la route de manière automatique, on voit très bien l'effet dévastateur que ça peut avoir en termes d'emploi. Et pourtant, évidemment qu'on ne pourra pas le faire. Quand je dis de biens, on peut parler de personnes. Aujourd'hui, un groupe comme la RATP, ce sont des dizaines de milliers d'emplois dans le transport de personnes à travers des bus. Donc, on peut très bien voir les conséquences terribles que ça peut amener. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que les décisions d'investissement sont faites au long cours, parce que tout d'un coup, aucune entreprise n'a spontanément des milliards à disposition pour changer tout d'un coup sa flotte de camions, pour tout d'un coup investir totalement dans cette nouvelle flotte de camions qui va faire qu'elle va basculer d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Tout ça va prendre du temps, l'investissement sera progressif, elle achètera d'abord un camion puis un deuxième, le premier camion, la première entreprise qui va se lancer sera peut-être déçue de son investissement, un nouveau produit meilleur sortira derrière, et donc tout ça prendra du temps, et quelque part c'est rassurant, c'est ce qui fait que la société n'est pas heurtée d'un coup ou emportée par une vague technologique. Voilà, c'était un peu mon message que je voulais vous faire passer ce soir en introduction, et puis on va voir des exemples très concrets. Alors ce soir, je ne vais pas animer cette soirée toute seule. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Philippe Naoum. Merci de l'applaudir. Bonsoir Philippe. Bonsoir.
Bonsoir. Alors je suis bien contente, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez l'agence digitale Choose-it. Et sur ce territoire à Montpellier, ce qu'on a envie de vous démontrer ce soir, c'est que vous allez penser différemment et en plus, on va ensemble vous montrer comment vous allez co-construire pour vous associer et aller encore plus vite. On a avec nous 4 invités à cette table que je vais à présent vous présenter. Alors d'abord Catherine Bonduot, bonjour. Vous êtes directrice d'Ecobat LR. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Donc Ecobat LR en fait est une association loi 1901. C'est un centre de ressources et un réseau d'acteurs de la construction, rénovation et aménagement durable. Nous avons avec nous Frédéric Lavandier. Alors vous êtes un technicien, si j'ose dire, et vous avez fondé Senior Home. Donc comment on utilise tous ces petits objets connectés pour rendre la vie encore plus facile au sein de l'habitat ? Bonsoir. Donc effectivement, Senior Home travaille dans le maintien à domicile des personnes âgées à l'aide d'objets connectés. Senior Home a inventé la première maison connectée pour les seniors. Grégory Lamotte, bonsoir. Vous êtes aussi avec nous pour échanger sur ce sujet de ce bâtiment de demain. Vous êtes fondateur de Comwatt et c'est une start-up leader du marché dans l'autoproduction. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites à Comwatt. Voilà, bonsoir à tous. Nous, effectivement, on s'est posé la question que posait tout à l'heure Robin Rivaton, c'est à quoi sert la technologie ? Et effectivement, donc, tout le monde parle des objets connectés, du big data, de l'intelligence artificielle. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour optimiser, rendre la vie des gens meilleure ? Et nous, on s'est posé la question, c'est comment rendre les territoires plus robustes. Et nous, on est parti notre métier de base, c'est l'énergie renouvelable. Et une chose incroyable qui est en train de se passer, c'est que les énergies renouvelables, elles sont non seulement vertueuses, mais elles deviennent compétitives sans subvention. Donc aujourd'hui, le solaire notamment, le prix a été divisé par 4 en 4 ans. Et aujourd'hui, tout le monde est capable, aujourd'hui, sur son bâtiment, de pouvoir produire une énergie qui est extrêmement compétitive, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde paye dans l'énergie électrique, la moitié de votre facture, c'est le transport. Donc quand vous produisez et que vous consommez sur place votre énergie, vous économisez 50% de votre facture. Pour finir cette table, nous avons Stéphanie Andrieux, qui est élue à la Chambre de commerce, qui est présidente de la commission énergie, donc ça tombe très très bien, et qui est directrice générale du Bar Solar. Donc je vous laisse nous présenter votre société. Oui, Urba Solar, on nous connaît déjà un peu à Montpellier. Donc nous, notre métier initialement, c'était le développement et la construction de centrales photovoltaïques. Et puis, on est devenu exploitant, c'est-à-dire producteur d'énergie. Ensuite, on a intégré certains métiers de l'amont, à savoir la fabrication de panneaux solaires, parce qu'on a 2 usines en France. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le matching des consommations et de la production solaire. C'est faire en sorte, comme le disait Grégory, de faire matcher les consommations du bâtiment et le moment où on va produire le solaire pour que l'électricité soit la moins chère possible. Et chaque jour, je dois réinventer mon métier. Quel pourrait être le bâtiment du futur et quelles sont les opportunités pour les entreprises ? Alors, ce que je voulais dire, donc, ce ne sera pas exhaustif, parce que vous voyez bien, je pourrais parler pendant des heures sur les différentes opportunités. Donc déjà, on peut faire le constat par rapport aux enjeux de la réglementation thermique 2012 et des bâtiments basse consommation. On a bien vu que l'ensemble des professionnels se sont mobilisés. Donc nous allons véritablement vers les bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui produisent plus qu'ils ne consomment pour tous les usages, donc aussi bien le chauffage que la télévision pour regarder les matchs de foot. Alors ce bâtiment, imaginons, on va le construire ensemble, puisque c'est ça la promesse de la soirée. C'est tout simplement, on parle d'innovation. Le numérique, je vous rassure, il est déjà bien présent. Et donc du coup, on va le construire ensemble. Alors je vais commencer par Grégory. Si on doit imaginer là maintenant, aujourd'hui, ce soir, construire un nouveau bâtiment du futur, enfin en tout cas présent, alors l'autoconsommation, Grégory Lamotte, Comwatt, vous intervenez, vous faites quoi ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des téléphones qui sont devenus des ordinateurs. On a des voitures qui ont des ordinateurs de bord, et nos maisons sont pas très outillées. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans la maison. Donc du coup, par contre, nous, l'analyse qu'on a pu faire, c'est que les gens aussi sont fatigués un peu de technologie, trop de boutons, trop d'interfaces graphiques compliquées. Donc nous, on a conçu une technologie qui permet que vous installez chez vous. Donc en fait, on va rendre les objets communicants, c'est-à-dire qu'on va installer des petites prises
derrière votre lave-vaisselle, votre frigo, votre congélateur, etc., tous vos appareils. Et donc, ils vont communiquer, mais de manière automatique, comme si vous aviez un petit Gemini Cricket chez vous, qui regarde un petit peu vos appareils, qui vous dit rien. Et quand il vous dit rien, c'est que tout va bien. Et si jamais il y a un problème, si jamais vous oubliez de fermer la porte du congélateur, si jamais vous avez oublié une lumière, etc., il va vous faire une petite alarme, il va vous prévenir. Donc le but, c'est que la technologie disparaisse. Il faut qu'elle laisse le design de la maison, que vous puissiez profiter de vos volumes, mais que la technologie ne soit pas invasive, qu'elle ne soit pas tout le temps là à vous prendre du temps. Super, donc on vous garde dans le projet de construction, c'est bon, on vous prend. Alors, on va peut-être prendre aussi Frédéric Lavandier dans notre projet de construction, parce que vous, comment vous allez faire vivre cet espace? Comment vous allez vous intégrer? Vous allez travailler à quel niveau? Avec qui? Alors, on va travailler avec tout le monde. Les partenaires, les promoteurs en particulier, pourraient directement installer les objets connectés. Ensuite, les collectivités et les opérateurs, par exemple les compteurs d'eau connectés, les compteurs de gaz, d'électricité connectés, seraient installés, accessibles en temps réel et ouverts complètement à l'ensemble des offreurs de solutions. Et qu'est-ce qu'on y mettrait? 2-3 exemples de connexions d'objets connectés qu'on mettrait qui seraient essentiels, les plus simples? Les plus simples, c'est ce qu'on diffuse aujourd'hui, c'est-à-dire un capteur de mouvement qui est installé dans une pièce qui permet de savoir si la personne est présente, si elle bouge, si elle est sortie. Un capteur d'ouverture sur la porte d'entrée, savoir si la personne est sortie, s'il y a des gens qui viennent. Pour le lien social, je crois que c'est important. Voilà, des choses très simples comme ça qui pourraient être préinstallées directement. Bon, donc du coup, pour toutes ces applications qu'on va mettre en œuvre, maintenant, il va falloir les gérer un peu l'énergie. Alors justement, Stéphanie, comment on fait pour mettre en œuvre toute cette notion d'électricité? Comment on va concrètement mettre en place toutes ces applications? D'abord, je remercie la régie qui a passé les images de ma présentation pendant l'intervention de Catherine. Vous l'aurez noté, une certaine déconnexion avec les propos énoncés. C'est le charme du direct, comme on dit. Donc tant pis, je vais faire sans. Comme le disait Grégory Lamotte tout à l'heure, on est à l'aube d'une véritable révolution, et voilà les images, sur notre métier et plus généralement dans le solaire. Moi, je vais vous parler de bâtiments, de grands bâtiments industriels, des centres commerciaux, des bâtiments tertiaires ou communaux. Et donc, dans ces bâtiments-là, on est en train de vivre un peu ce qu'on a vécu à l'avènement du numérique, c'est-à-dire une rupture claire avec certains mécanismes, c'est-à-dire qu'on est déjà sur l'accélération des échanges. Aujourd'hui, tout bâtiment peut acheter et vendre de l'électricité. Le propriétaire d'un bâtiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme choix en termes de mécanismes? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a 4 choix a priori sur les schémas. D'abord, il peut, une fois qu'il est muni d'une centrale solaire, il peut tout vendre sur le réseau électrique. Donc là, il est en tarif réglementé et pour ce faire, on répond à des appels d'offres qui ont lieu une fois tous les 6 mois et on a un contrat d'achat avec le fournisseur d'électricité, la plupart du temps EDF. Deuxième cas, et c'est ça que citait Grégory, c'est d'autoconsommer l'électricité, mais sans subvention. Après, on a un troisième cas, qui est d'autoconsommer l'électricité avec subvention. Le dernier modèle, il est un peu hybride. C'est l'autoconsommation sur le site et on peut vendre le surplus à son voisin. Plutôt que de vendre sur le réseau au prix de gros de l'électricité, on va signer un contrat d'achat, un contrat de vente d'électricité, donc 4 choix. Très bien. Donc comment on peut faire justement pour gérer cette consommation d'énergie, parce que c'est un vrai problème, l'été, ou peut-être on va en consommer plus que l'hiver? On va le gérer avec une approche bioclimatique, donc avec une bonne orientation nord-sud du bâtiment, de bonne protection solaire, des matériaux à forte inertie. Merci Catherine. Grégory, quel est aujourd'hui le moyen le moins cher de produire l'électricité en 2016 ? Alors, effectivement, ça reprend un petit peu les propos du début. Aujourd'hui, vous avez tous connu, on connaît tous la loi de Moore, qui explique qu'un ordinateur est de plus en plus puissant, c'est-à-dire que faire un calcul informatique, ça coûte de moins en moins cher. Le prix d'un calcul est divisé par 2 tous les 18 mois. Et bien, on a la même loi sur le solaire, c'est-à-dire que c'est une énergie c'est comme les écrans plats. Vous vous rappelez, les premiers écrans plats, ils coûtaient très cher, et plus le temps passe, et plus les écrans plats coûtent maintenant plus grand-chose. Et bien, le solaire, c'est comme ça, sauf qu'il est déjà, c'est quasiment aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère du monde. Quand on la produit sur place. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes expert, mais je ne sais pas si vous avez suivi, mais les nouveaux projets de centrales nucléaires
ils sont à 12 centimes le kilowattheure. Alors Stéphanie, vous avez évoqué tout à l'heure le stockage de l'énergie. Y a-t-il un intérêt aujourd'hui à stocker l'énergie ? Oui, bien sûr, parce qu'on travaille sur des énergies renouvelables intermittentes. Donc, quand on travaille dans un bâtiment, bien sûr qu'il y a un intérêt à pouvoir restituer l'électricité le matin tôt ou en fin d'après-midi l'hiver. Bien sûr que ça a un intérêt. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'un système équipé d'une batterie, c'est 2 fois plus que le coût d'un générateur non autonome. Et justement, Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas un autre enjeu aujourd'hui quand on voit la population qui est vieillissante, on peut le dire, en tout cas on va avoir ce facteur-là, il faut en tenir compte. Est-ce que c'est pas forcément, enfin est-ce que je pense que c'est un enjeu sociétal, est-ce que tout simplement on n'est pas face à une réalité où il faut aujourd'hui en tenir compte et plus le laisser comme un gadget ou une option? Alors effectivement, le vieillissement de la population dans la région est une réalité. 19% de la population a plus de 65 ans, ce qui représente à peu près 1 million de personnes. En 2030, si les chiffres se confirment, ce chiffre va doubler et 95% des personnes âgées vivent à domicile. Donc il y a un enjeu de les conserver le plus longtemps possible à domicile. Il n'y aura pas assez de place dans les EHPAD. Et leur coût est exorbitant aujourd'hui, 2 850 € en moyenne par mois. Donc il faudra les conserver à domicile. Aujourd'hui, donc on a pu, pendant ces quelques minutes, imaginer, se projeter, construire un nouveau bâtiment en montrant bien qu'on pouvait ensemble co-construire, co-développer, participer à l'élaboration d'un projet. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a aussi des opportunités d'entreprendre. Et on a voulu, dans la salle, alors je ne sais pas où tu es, Virginie, je vais bientôt te voir. Je suis là. Voilà, très bien. On a voulu aussi avoir un exemple très concret où ce modèle-là de co-construction, en tout cas d'élaboration des nouveaux concepts pour construire, donne aussi des opportunités de marché. Virginie. Oui, justement, je suis à côté de Pierre Bozon. Pierre Bozon, vous êtes Montpellierin. Vous avez suivi une formation orientée enseignement et recherche en électronique à l'École nationale supérieure de Cachan. Et vous avez une agrégation en électronique et un doctorat en robotique. Et alors, vous avez créé la société LA Innovation. Vous allez nous en dire un mot via l'incubateur de l'école des Minales. Mais surtout, ce que vous allez nous raconter, c'est votre aventure qui a démarré lorsque vous avez décidé de déménager, de changer vos locaux. Oui, merci. Bonjour, Pierre Bonzon. Je suis donc le fondateur et le dirigeant de la société LA Innovation. Donc, en 2 mots, LA Innovation est une société qui est focalisée sur des systèmes de capteurs sans fil et sur une technologie de système radiofréquence identification. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début, initialement, on avait la première solution qui est d'utiliser des capteurs sans fil concurrents aux nôtres, complètement verticalisés sur une offre bâtiment, parce qu'on n'est pas sur le secteur du bâtiment intelligent. On n'était pas. Et on a plutôt fait le choix en sens inverse de dire on va essayer de faire l'effort d'utiliser nos capteurs dans ce bâtiment-là. Donc c'est l'effort qu'on a fait. Ça a très bien marché. Ensuite, on a décidé de le présenter au CES, qui est un salon à Las Vegas, en début 2015. Ça nous a permis de prendre un premier contrat avec la société OVH, qui est la première société européenne de construction de data center. Donc dès le salon, ce qui est assez exceptionnel dans notre métier. Voilà Ça est parti d'un déménagement où vous vous dites on va équiper de capteurs, vous faites des capteurs mais pas dans ce secteur-là et vous décidez donc de réorienter dans un premier temps pour votre propre intérêt, pour votre bâtiment, vos capteurs. Et à la suite de ça, ça vous ouvre un nouveau marché parce que du coup, vous développez vos capteurs sur cette nouvelle dimension. Oui, c'est un peu l'effet papillon. Voilà, c'est concrètement, c'est comment une problématique opérationnelle devient génératrice de business. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est super, donc merci. Donc Patrick Secotti, en tant que professionnel, je m'adresse aux professionnels du bâtiment. Alors ce bâtiment, est-ce qu'on le construit? Est-ce qu'on le construit? Ben oui, on va le construire. Oui, on le construit. Je suis affirmatif. On est bien sûr déjà dans la réflexion de ce bâtiment du futur tel qu'il a été décrit. Il est connecté, il est designé, il est respectueux de l'environnement, il offre les meilleures qualités de vie, il est accessible aussi. Ce qui est important, c'est que nos entreprises sont déjà formées, elles ont le potentiel.
On a parlé de conception, tout à l'heure vous avez parlé de conception, de 3D, mais au-delà de la conception, les entreprises sont formées, surtout celles de la Fédération du bâtiment, elles sont très très bien formées, elles sont labellisées même, donc de ce côté-là tout va bien. Ce qui est important, c'est qu'on est déjà dans la démarche qui consiste à saisir toutes les opportunités que vous avez évoquées. Il nous appartient donc dans le cadre de cette démarche, d'innover, de réinventer, de casser parfois même nos schémas de référence. Et tout ça pour mieux concevoir nos produits et pour mieux concevoir les services de demain. Professionnel du bâtiment et maintenant vice-président aussi de la Chambre de commerce, comment justement on peut entamer cette démarche où les entrepreneurs vont s'inscrire dans cette démarche-là? On l'a vu, ils étaient tous présents. Dans la salle, il y en a peut-être, il y en a d'autres sur le territoire. Ils ont envie de rentrer de cette démarche, donc ils doivent s'inscrire et ils peuvent s'inscrire. Oui. Comment? Je crois que d'abord il faut de l'audace, une ouverture d'esprit. Il faut une ouverture d'esprit, une disposition d'esprit qui fait qu'on a envie de changer les choses. Et ça, je pense que tout entrepreneur est apte à raisonner comme ça et a envie de raisonner comme ça. Alors concrètement, puisque la question c'est concrètement, c'est un peu plus compliqué, mais je crois que c'est d'abord une bonne écoute du marché. Une bonne écoute de l'utilisateur, du client, quoi. C'est donc vouloir déplacer le client, placer le client au centre de la démarche, au centre du processus de création, donc dès le départ. Tout bien sûr en s'appuyant sur les nouvelles technologies et sur le savoir-faire. C'est donc surtout une question d'état d'esprit, c'est l'envie de changer l'existant, l'envie de bousculer nos habitudes. Et en ayant aussi, je crois que c'est important, la capacité de bien s'entourer. La capacité de chercher et de trouver le bon partenaire. Ça a été aussi d'ailleurs évoqué par nos brillants intervenants tout à l'heure. Bon, moi, je dirais pour finir que, avant tout, je crois que la volonté, l'idée, c'est de rapprocher les individus, rapprocher les hommes, les femmes. Et c'est d'ailleurs, je crois, le message qu'il faut passer ce soir. Très bien. Merci. Patrick, il va faire partie. On vient de voir sur le bâtiment de demain, mais c'est quasiment celui d'aujourd'hui déjà, toutes ces initiatives, tous ces objets connectés, tout ce qu'on va pouvoir y intégrer. Comment vous avez ressenti toutes ces innovations qui sont en train d'émuler le secteur? Ce bâtiment et la construction générale, c'est un secteur gigantesque de notre économie, et c'est vrai que parfois on a une vision un peu réductrice d'un secteur qui a peu évolué, en tout cas en termes de technologie. On peut avoir accès à ces technologies-là avec des coûts qui sont beaucoup plus faibles, qui peuvent être moindres, et qui offrent de réelles solutions à la fois pour les gens qui coordonnent, à la fois pour les métiers qui derrière font des gains considérables. Une simple erreur dans la construction d'un bâtiment ou parfois de petites dimensions peut avoir des coûts considérables, on le sait très bien, notamment en réfection. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de vous montrer, c'est qu'on peut être leader sur son marché, on peut avoir des idées, on peut avoir un projet, on peut avoir une activité établie, et c'est là aussi où la rencontre avec les autres, c'est là où on va se mettre en phase avec le marché, où là on peut continuer à perdurer, à innover, à créer. Merci d'être avec nous. Alors Sandrine Planchon, d'abord fondatrice d'Hobby-Street. Hobby-Street permet au commerce de proximité d'animer des ateliers ou des workshops dans leur point de vente via une solution d'organisation d'événements dont vous nous parlerez tout à l'heure. Donc vous êtes cofondateur avec Guy Corté d'Orchestra Software. Donc depuis 2015, vous avez fondé cette start-up Kitties pour créer la première application communautaire de collecte, de partage et d'échange de coupons de réduction. Et puis, nous avons Patrick Robin. Bonsoir Patrick. Vous êtes, alors, en 1994, fondé Imaginette, l'un des premiers fournisseurs d'accès Internet. Donc bravo. Oui, vous avez ouvert la voie de l'accès Internet en tout cas. Et vous avez aussi créé une régie publicitaire. Vous êtes vice-président de France Digital. Merci d'être présent. Et aujourd'hui, à l'initiative Daisy Life Premium. Alors, j'en dis pas plus, je vous dis juste que c'est pour défendre le commerce français et européen face à des géants. Quelle solution on peut apporter? Et justement, vous, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour le commerce français? Alors, le micro-trottoir, il disait les consommateurs sont les emmerdeurs. C'est pas faux.
mais c'est surtout des menteurs. C'est surtout des menteurs parce qu'ils sont rarement alignés finalement entre leur mode de consommation, leur façon de consommer et leurs propres valeurs. C'est-à-dire que, et on est tous dans le même sac, hein, je m'y mets, je déteste imaginer que des enfants puissent être mis au travail, ça ne m'empêche pas d'acheter des baskets, ça ne m'empêche pas d'avoir un iPhone et de ne pas être tout à fait sûr de la façon dont il a été fabriqué. Je donne toujours cet exemple, c'est si j'arrive à Montpellier, c'est la première fois que je viens à Montpellier, je suis vraiment ravi d'être là et notamment je vais rencontrer plein d'entrepreneurs et de start-up demain au nom de France Digital et je suis vraiment ravi d'être là. Mais si effectivement en arrivant à Montpellier j'avais une canette de coca vide à la main et qu'il n'y avait pas une poubelle publique dans la ville de Montpellier, j'ai beau être plutôt écolo, il y a un moment ma canette je l'aurais posée délicatement par terre et je n'aurais pas culpabilisé un instant, j'aurais juste été en colère après le maire qui ferait mieux de mettre des poubelles au lieu de faire des ronds-points, mais je n'aurais pas culpabilisé du tout. Sauf que si je reviens dans la même ville avec ma canette vide et puis qu'il y a des poubelles partout et que je la jette par terre, je suis juste un gros connard parce qu'on m'a proposé une alternative et on m'a donné le choix. Et ce que j'essaye de faire avec Easy Life Premium, c'est justement de donner le choix, de proposer une alternative à Amazon Premium. Je voudrais qu'on se rapproche des commerces de cœur de ville. Je sais que la CCI est particulièrement attachée à l'animation du centre-ville. Elle est à l'origine et à l'initiative de nombreux événements, les estivales, les hivernales, la ville en lumière, le grand bazar. C'est quelques-uns des événements qu'elle a initiés, même s'ils ont été ensuite poursuivis. Et quand elle a fait ça, elle l'a fait afin qu'en parallèle du développement d'un commerce qui prend de nouvelles formes, et on va le voir, l'animation intramuros tout au long de l'année rejaillisse sur les commerces pour donner aux clients justement cette envie d'aller voir, d'aller toucher, d'aller rencontrer les plus de 1000 commerçants qui forment par exemple le cœur de ville de Montpellier et qui sont un centre commercial géant, mais pas que. Et justement, l'idée aujourd'hui, c'est de réussir à nouveau à créer du lien et du trafic dans les commerces physiques. Et pour ça, je me tourne vers vous, Sandrine Planchon, parce qu'avec Hobby Street, vous avez répondu à quelle problématique ? Alors la problématique, on la voit depuis tout à l'heure. Vous avez entendu les enfants, mais pourquoi tu veux me faire retourner au magasin ? Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus d'intérêt d'aller en magasin. Pourquoi ? Parce que vendre, ça se fait très bien sur Internet et ça se fait même mieux, excusez-moi, qu'en point de vente. C'est ce qu'ont dit les personnes dans le micro-trottoir, c'est plus simple, c'est plus rapide, on est livré rapidement. Pourquoi continuer à aller en magasin ? Si aujourd'hui le magasin ne se positionne pas comme autre chose qu'une action transactionnelle, il va mourir. Et là aussi, il y a urgence. Alors concrètement, je suis commerçant, je suis fleuriste peut-être. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Alors des ateliers en art floral, il n'en manque pas. Oui. Surtout que nous, on est là pour générer des idées. On est là aussi, on fait beaucoup de veille, on apporte les idées aux commerçants, on apporte l'organisation, on apporte la communication. Donc vous n'allez même pas avoir à vous occuper de cette communication et de la recherche client. C'est Hobby Street qui s'en charge via des réseaux presse, via des flyers sur les points de vente, via notre marketplace qui sert aussi d'intermédiaire et notre communauté du coup qui vient participer à ces ateliers. Vous n'avez plus qu'à attendre vos participants le jour J. Et Hobby Street se charge du reste. Merci Sandrine. Super. Alors une autre initiative. Et oui, une autre initiative d'ailleurs qui a été soulevée lors du micro-trottoir. Donc Jean-Christophe, la carte de fidélité multi-enseigne. Donc qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Kitties ? Expliquez-nous la création de cette carte de fidélité multi-enseigne. Et la problématique là aussi à laquelle vous avez souhaité répondre. Alors nous en fait on a eu la chance d'équiper 10 000 points de vente au travers de notre entreprise Orchestra Software. Et du coup, on s'est rapproché de nos clients et on s'est penché sur leurs problématiques qui concernent notamment la fidélité et puis la conquête d'une nouvelle clientèle. L'outil universel pour réaliser ce projet-là, c'est quoi ? C'est le téléphone, c'est celui qu'on a tous en main et qui permet de concentrer et de dématérialiser l'approche de la fidélité. Alors comment ça va marcher ? Pardon. Oui, non, mais c'était par rapport. Donc du coup, on est bien d'accord. La cible, votre cible, c'est tous les commerçants, tous les consommateurs. Et donc c'est là votre communauté. Oui, tout à fait. La communauté, c'est de fédérer les consommateurs et les commerçants. Et donc, il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi les entreprises commerciales, les artisans.
Et pourquoi pas les institutions aussi, qui au sein de cette communauté vont amener aussi du contenu sur les événements, pas uniquement de la réduction. On pousse, nous avons un fil d'actualité qui sera bientôt disponible dans l'application, qui va pousser les événements et on pourra savoir ce qu'on peut faire ce soir, demain ou la semaine prochaine. Et alors du coup, comment ça marche là, concrètement ? Alors comment ça marche ? En fait, on est parti sur une idée simple parce que ce qui est simple fonctionne mieux que ce qui n'est pas simple. Voilà. Jusque-là, je suis assez d'accord avec vous. Bon. Donc on a essayé de le faire. Tout simplement, le téléphone permet de cagnotter dans le commerce. Donc on va flasher son addition. On va flasher un coupon que remet le commerçant, on va flasher la vitrine, on va flasher... et dès lors, on crée une émotion et une récompense. C'est-à-dire qu'au moment où on flash, on a des euros qui tombent dans un petit cochon. Là, on a cagnoté. Donc je vais manger au restaurant ou je vais dans un commerce qui est partenaire, donc je vais flasher, je vais accumuler des points de fidélité. Exactement, vous allez accumuler et dans l'application, on retrouve toutes les cagnottes qu'on a accumulées au fil des consommations et des passages dans les commerces. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, première chose, c'est transformer cette cagnotte en un bon de réduction pour pouvoir revenir dans l'établissement et profiter d'une réduction. Alors, merci beaucoup Jean-Christophe. Justement, le plus difficile souvent, quand on a une idée, ça va être d'établir le bon timing, le bon budget. On peut avoir une bonne idée d'un produit ou d'un service à lancer, mais on ne sait pas tellement toujours comment s'y prendre. On ne sait pas tellement comment créer le premier prototype. Ce n'est pas vraiment évident de s'y retrouver. Avoir une idée, c'est bien, mais comment on fait après ? Alors, je crois justement, Philippe, que vous êtes dans la salle et que vous avez à côté de vous quelqu'un qui développe ses services pour aider à aller au bout d'une idée. Et oui, parce que tout simplement, on peut avoir beaucoup, et je suis sûr que vous avez dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, dans des cartons, comme on dit. Et là, maintenant, quand on veut passer de ce rêve à la réalité, donc je vous présente Philippe Burkhardt, donc de la société Bluebees, qui est un groupement, oui, qui regroupe donc du coup des designers, des développeurs et des techniciens. Donc on passe du rêve à la réalité en venant vous voir. En gros, c'est ça. Bon. Une personne vient nous voir avec une idée, un projet, un simple cahier des charges ou améliorer un produit existant. Et à partir de cette simple idée, on va jusqu'à la mise sur le marché. Et on passe par toutes les étapes importantes, c'est-à-dire une étude du produit lui-même, le design aspect, le design produit. Et puis quand le design est bien impliqué, on passe à la conception, industrialisation, puis mise sur le marché avec des tests en préalable, tests clients et tests internes. Dévoiler donc des secrets de fabrication, des innovations. Est-ce que vous avez un exemple à nous montrer ? Alors, en ce moment, on a quelque chose d'un peu atypique. C'est une personne qui est commerçante, donc comme on a entendu parler tout à l'heure, qui a eu une idée assez spéciale, qui voulait réunir toute la possibilité à une personne d'utiliser tous les services d'un commerçant sur les plages ou dans les piscines, dans les hôtels de luxe, pour consommer boissons, nourriture. Donc on a créé pour elle un dispositif de type table, avec connexion avec les serveurs, la possibilité de connecter son téléphone, de le recharger, de maintenir au frais les boissons, de se rafraîchir éventuellement avec un pulvérisateur. Et tout ça est connecté avec un appareil autonome solaire. Voilà. Donc ça veut dire... Super. Merci Philippe. Merci beaucoup. Alors Robin Rivaton, on a entendu pas mal d'exemples là. En tout cas, on a déjà 4 beaux exemples. Qu'est-ce que ça vous procure comme réaction, ces innovations ? Là, on est vraiment concrètement dans le service. Tout simplement la consommation par Internet, et je pense effectivement comme Patrick Robin qu'elle se diffuse très rapidement. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés sur la question de la diffusion, c'était plus sur la partie production, mais la distribution et la facilité à acquérir un client fait que la consommation dématérialisée via Internet son taux de pénétration est très rapide, elle libère beaucoup de temps. Elle fait gagner beaucoup de temps. La question, c'est comment ce temps va être réutilisé. Est-ce qu'on pense qu'il va être réutilisé de manière individualiste, par de la consommation chez soi, à domicile, ou est-ce qu'on pense qu'il va être réinvesti dans des relations sociales, dans des tiers-lieux, dans des lieux extérieurs ? Si on prend l'hypothèse de la deuxième solution, et je pense que j'en suis fermement convaincu, plus le monde sera automatisé, plus on sera en recherche de relations sociales,
il y a plein d'espaces, il y a plein de lieux qui vont avoir des réelles opportunités de vendre des produits, des services, les deux réunis, mais effectivement pas seulement sous le seul lien transactionnel, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Ce sont des expériences qu'il va falloir marketer dans leur ensemble, des expériences qui soient collectives, parce qu'on est en recherche d'intérêt social, et il ne va pas seulement falloir être capable d'offrir le produit au juste coût avec la transparence et le plus grand nombre. C'était ce qui a fait le succès du grand magasin au milieu du 19e siècle par rapport au petit magasin, c'est la profusion et la transparence des prix. Aujourd'hui, cette profusion et cette transparence des prix, on la trouve sur Internet. Donc le grand magasin doit aller beaucoup plus loin, changer de modèle et être capable d'offrir ce que n'a pas Internet, c'est-à-dire l'expérience sociale, la relation dans la qualité de l'accueil, dans la qualité de la recommandation et de la curation qui est faite à la personne, et le partage de la joie. Là où l'être humain est très très fort, c'est quand il est capable de partager ses émotions les plus extrêmes, que ce soit les mauvaises nouvelles, c'est par exemple le cas du médecin qui est capable de transmettre le diagnostic fait par la machine à un malade, et les bonnes nouvelles, c'est quand quelqu'un achète un objet, on ressent en général une joie assez forte, du moins c'est le principe de l'achat, au moins pour les achats qui ne sont pas les achats courants. La question c'est comment le vendeur ou la personne qui est en face de nous arrive aussi à refaire sentir cette joie et donc à la partager ensemble. Voilà un peu ce qui pourrait être le modèle d'un commerce de demain. Merci beaucoup Robin Rivaton. Alors, Président, on a vu ce soir des belles initiatives, des beaux projets. On a assisté à des échanges, des témoignages d'entreprises innovantes qui ont su casser les codes. Vous en avez beaucoup comme ça, la CCI, qui viennent vous voir, des entreprises aussi innovantes? Alors d'abord, on va reprendre un petit peu par rapport aux tables. Donc je reste persuadé et ancré dans le principe où le commerce doit continuer à exister dans les villes, dans les centres-villes. Nous sommes languedociens, nous ne sommes pas américains. Donc déjà, je suis certain, quand on voit nos beaux marchés qu'il y a sur la ville de Montpellier, quand on voit le commerce tel qu'il est mis en place, on a encore de beaux jours devant nous. Et certes, il faut se remettre en cause, certes. La Chambre de commerce a mis performance commerce pour justement savoir ce que l'on peut remettre en cause à l'intérieur de ce que nous faisons. Mais je l'ai vu avec Itis d'ailleurs, qui est une des personnes qui travaille très très bien avec la Chambre de commerce. Et le commerce est encore de beaux jours devant lui. Et pour moi, c'est ce que je tenais à dire tout de suite. Et on a vu tout au long de la soirée beaucoup d'audace, d'ingéniosité. Qui sont là, donc tous ces talents présents ici ce soir, et j'espère que vous avez tous passé un bon moment. Et on peut se féliciter aussi de voir un petit peu toutes ces entreprises à taille humaine qui se développent ici sur le territoire de Montpellier. Alors concrètement, quelles solutions sont proposées par la CCI pour une entreprise qui voudrait se lancer dans ces nouveaux modèles entrepreneuriaux ? Là, bon, je vais prendre un petit peu mes fiches parce que j'ai des exemples assez précis que nous mettons en place. Et donc là, nous appliquons d'abord à nous-mêmes ce que nous préconisons aux autres. C'est une façon déjà de bien faire les choses. Donc, l'offre de services à la Chambre de commerce de Montpellier a beaucoup évolué. Par la création d'entreprises, nous avons créé la plateforme CCI Business, entièrement dématérialisée, donc ceci permet d'être vraiment dans le cœur du sujet. Nous organisons bien sûr les rendez-vous experts lors des grands événements. Je vous aide. Non, c'est pas grave. Nos équipes proposent aussi un atelier créativité pour repenser totalement son offre de services, et ces rencontres, bien sûr, permettent des échanges créatifs. Les équipes de la Chambre de commerce partagent aussi leur veille sur les nouvelles tendances. Et il y a aussi l'agenda des ateliers qui sont animés au fil des semaines à la Chambre de commerce. Et normalement, vous les retrouvez, si ça doit marcher, ou peut-être la technique ne me l'a pas donné comme tout à l'heure, elle a trahi Stéphanie Andrieux. Mais je rappelle que nous ne sommes pas des professionnels de la communication, nous sommes comme vous. Non, ça y est. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, vous voyez, la technique fonctionne bien. Donc, avec le www.montpellier.cci.fr.
Donc ça, c'est une réelle opportunité et ce site vous permet bien sûr de découvrir toutes les offres de la Chambre de commerce de Montpellier, bientôt Hérault, mais ça permet aussi de savoir tout ce qui s'y fait à l'intérieur. Bon alors, Président, vous savez que je suis très attaché, voire même impliqué dans la création d'entreprises, surtout dans le domaine de l'innovation et dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, je vous le savez, mais j'ai plaisir à vous le redire. On est un territoire d'excellence dans la création, dans l'accompagnement de ces jeunes pousses. Et il y a quand même un petit point qu'on pourrait encore améliorer. Donc du coup, ces entreprises, c'est comment on les fait grandir et rester sur notre territoire. Puisqu'aujourd'hui, si elles ne grandissent pas, elles ont deux possibilités. Alors, mourir, on ne va pas l'évoquer, parce qu'on fait tout, et en tout cas, elles font tout pour réussir. Mais par contre, c'est se faire racheter. C'est se faire racheter surtout. Et ça, c'est dommage. Parce que quelque part, il y a possibilité aujourd'hui à créer de la valeur sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour les garder sur notre territoire? D'abord, on s'aperçoit que notre territoire est très attractif. On le voit par des entreprises qui sont là et y restent. De l'autre côté, on a la MBS, sur laquelle on se bat au quotidien, la Chambre de commerce de Montpellier, pour la développer. Et la Business School, effectivement, aujourd'hui, c'est plus de 95% d'étudiants qui partent hors de France une fois qu'ils ont eu leur diplôme. Donc l'objectif, bien sûr, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent à l'étranger, voir beaucoup de choses, mais il faut savoir les faire revenir. Et certains, on a des exemples très précis, comme le président d'Haribo, pas très loin dans le Gard, qui effectivement a fait ses études à Montpellier, à la MBS, et qui est revenu dans le Gard. Alors après, oui, Stéphanie, Stéphanie, je ne sais pas si tu es bien partie. Tu es partie et revenu assez rapidement. Voilà, donc tu es partie, tu es revenu assez rapidement. Mais bien sûr, elle sort aussi, mais il y en a beaucoup qui sortent de la MBS et il y en a certains qui sont restés. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un territoire très attractif qui permette, et les incubateurs, le premier incubateur mondial, le Montpellier, donc ceci aussi permet aux entreprises, j'étais ce matin à Deinov, qui est aussi une entreprise qui est là, qui a décidé de se développer ici à Montpellier. Donc il suffit que l'on mette tout cela en éveil et que l'on démontre que ceci est possible sur le territoire. Et je pense que beaucoup d'entreprises, et on le voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises resteront sur notre territoire. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc du coup, on a des pépites, on a des savoir-faire, on a des compétences, une expérience. Donc maintenant, comment vous pouvez participer à cette nouvelle méthode pour irriguer, puisque l'objectif c'est tout secteur confondu. Ce que j'appelle souvent les entreprises dites traditionnelles, et c'est pas du tout péjoratif, c'est comment elles vont venir rencontrer ces startups, ces entreprises innovantes, ces projets, pour que tout simplement aujourd'hui, sur notre territoire, on puisse faire ce maillage qui va faire que notre économie va se maintenir et se développer. Tout d'abord, public et privé, il faut que tout le monde travaille ensemble. De la région au département, les intercommunalités, et je remercie le sénateur Jean-Pierre Grand de nous avoir, d'être venu avec nous ce soir, doivent œuvrer ensemble. Sans cette notion-là, ça ne fonctionne pas. Les chefs d'entreprise sont des personnes qui ont des idées, ce sont souvent des facilitateurs, ce sont des personnes qui ont des projets, mais ensuite, pour les mettre en œuvre, beaucoup, et certaines fois, la totalité des collectivités permettent de le faire. Nous devons jouer collectif et je dirais même qu'on doit aller chasser en meute pour être encore plus performants sur nos territoires. Nous devons bien sûr être dotés d'infrastructures majeures et on le voit sur Montpellier, le doublement de l'A9, le lien qui va arriver autour de Montpellier. Ceci permet d'être facilitateur sur le territoire. Encore qu'il faudrait pousser la jonction de la 75 et de l'A9. Il faut que tout le monde, que les chefs d'entreprise, que tout le monde le dise, pour qu'on soit vraiment une métropole de premier rang, avec un aéroport performant. L'aéroport important. Et bien sûr que tout ça soit fluidifié. Et j'espère que ce soir, puisqu'il y avait la soirée du rail, que la gare TGV a été mis en place. Les assises du rail. Les assises du rail. Oui, c'est Samuel qui me reprend sur les assises du rail. Et donc, c'est vrai ce soir. Donc, j'espère que cette gare TGV va fonctionner effectivement avec beaucoup de TGV en place. Et Philippe Sorel hier a montré qu'autour, une économie peut être possible, et c'est là où, bien sûr, nous y retrouverons la Business School. Des chefs d'entreprise
On parlait tout à l'heure par rapport aux chefs d'entreprise qui ont décidé de rester, on le voit. Bertin Naum, il pourrait se mettre n'importe où dans le monde avec ses robots, dans la société MedTech. Il est resté ici, à Montpellier. On en voit d'autres avec Pierre Mestre, avec Orchestra. C'est mondial. Il est ici, à Montpellier, avec son siège social. Et bien sûr, le dernier, dont j'étais à l'inauguration la semaine dernière, avec Frédéric Salle, la société Matouma. Donc on voit que c'est à nous, les collectivités, nous, chambres de commerce, de montrer qu'on est des facilitateurs de territoire, des accompagnateurs de territoire, pour encore être performants ici, sur Montpellier. Et je peux vous dire que alors après on parle de Toulouse, mais on est complémentaires avec Toulouse. Il faut jouer ensemble. C'est la totalité de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées qui doit faire valoir la totalité de ses savoirs pour démontrer que par rapport aux autres régions de France, elle est encore plus performante que les autres, parce que la performance doit être démontrée sur la totalité de notre grande région, par rapport aux autres régions, par rapport à l'Europe et par rapport au monde. Très bien. Alors, Président, juste une dernière question, mais très directe. Aujourd'hui, ce soir plutôt, la promesse de la soirée, c'était tout simplement d'entreprendre différemment. Donc j'espère qu'on a pu vous montrer avec tous les invités, les intervenants, que l'on pouvait penser différemment, que l'on pouvait co-construire, collaborer pour aller plus vite, pour s'adapter au marché. Donc demain matin, vous allez vous lever ce soir et demain matin, vous allez tout simplement venir voir les gens, les personnes de la Chambre de commerce et dire il y a un mouvement et je veux m'inscrire dans ce mouvement. Vous répondez présent, Président ? Mais complètement. Oui et définitivement oui. Et de l'autre côté, nous sommes, et je l'ai dit dans mon discours de démarrage, nous sommes partout et surtout pour vous tous, vous, chefs d'entreprise. Très bien, merci Président. Merci beaucoup André Deljari. Merci pour votre énergie. Merci pour votre énergie sur ce territoire et votre implication. Merci à tous nos intervenants ce soir. Merci aux élus. Merci aux équipes de la CCI, bien sûr. À Emmanuel Villiers, à la direction de la communication pour l'organisation de cette belle soirée. Aux directeurs et au service des études, bien sûr. Merci Philippe Naum. Ça a été un plaisir de co-animer cette soirée avec vous. Merci pour votre implication sur ce territoire. Et merci à vous tous d'avoir montré par votre présence ce soir l'intérêt que vous portez à ce sujet, à ce territoire demain. Vous l'avez compris, Destination Demain, c'était des témoignages dans le domaine du bâtiment intelligent, des objets connectés, de l'industrie du futur, des services et du commerce. Mais c'était surtout des rencontres, des échanges et des idées à co-construire ensemble. La CCI est là à votre disposition comme facilitateur accompagnateur, le Président vous l'a dit. Alors nous espérons vous avoir donné au moins des pistes de réflexion et surtout d'action. À vous de vous en saisir. En attendant, nous vous proposons de finir cette soirée autour d'un verre et de poursuivre les échanges. Merci à tous. Bonsoir. Rendez-vous à tous demain.